Bonjour à toutes et tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous des rencontres que nous co-organisons et que nous avons le plaisir d'organiser avec Hubert et l'IAS, surtout l'Institut international de l'audit social. Et on se retrouve ce matin pour une espèce de regard sur la rentrée sociale. On est évidemment sur un sujet majeur. Dans cette période mouvementée entre les effets du réchauffement climatique, la nécessité d'une transition énergétique avec ses conséquences sociales pour les entreprises et pour les individus, avec la crise inflationniste, la crise énergétique, avec également la guerre en Ukraine, les sujets de fond que sont les pénuries de compétences dans la plupart des secteurs de l'économie, et puis toujours nos sujets de fond sur l'engagement, les moteurs de cet engagement dans les entreprises. Alors, pour partager ensemble sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés François Gueuse, enseignant du Master RH de l'Université de Lille, qui participe régulièrement à ces rencontres et nous l'en remercions. Il a été DRH, bien sûr, et il est également rédacteur en chef adjoint du MAG-RH, qui est un acteur, lui, François, passionné, engagé du social. Jacques Lauvergne, vous êtes le président du GESIM, le groupement des entreprises sidérurgiques et métallurgiques, donc très engagé sur le social vous aussi. Vous avez une carrière de 40 ans de DRH et vous avez notamment été le DRH du groupe Arcelor et donc vous avez vécu la transformation importante du secteur avec ces consolidations, ces mouvements de mondialisation que nous avons tous connus. Jean-Luc Molins, vous êtes l'ancien secrétaire national de l'UGICT-CGT, l'Union générale des ingénieurs et cadres de la Confédération CGT. À la ville, vous êtes chez Orange avec une carrière dans l'encadrement et puis vous avez été administrateur de la PEC et vous avez beaucoup œuvré sur nos sujets sociaux et RH. Et je vous présente plus Hubert Landier. Vous êtes toujours plus nombreux à le lire sur Newstalk RH et nous en sommes ravis. Acteur engagé du social s'il en est, enseignant à destination des futurs professionnels de la fonction RH, vice-président de l'IAS et secrétaire général de l'association Condorcet pour l'innovation managériale. Je vous rappelle qu'on va conserver, alors vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau, comme vient de l'indiquer Laurent dans le chat. On s'empare à ces questions et on garde quelques minutes à la fin de notre échange pour les évoquer. Et je vous annonce que ce webinaire sera disponible en replay sur RH Matin. Peut-être pour commencer, mon cher Hubert, un regard sur ce dont nous parlons, notre sujet. En quoi consiste le dialogue social sur le terrain aujourd'hui? De quoi parlons-nous, Hubert? D'abord, d'un contexte qui est très particulier, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir et ça pèse sur l'ambiance dans les entreprises. Il y a les difficultés et les innovations comme la généralisation en cours du télétravail. Bon, tout ceci pèse. On peut commencer à faire un bilan des ordonnances Macron sur le CSE. Donc voilà quelle est l'ambiance. Très différente, semble-t-il, d'une entreprise à une autre et qui passe par la qualité des rapports de travail sur le terrain. Le social, c'est sur le terrain d'abord que ça se passe parce que sinon, c'est du social en apesanteur. Voilà. Mais nos invités répondront beaucoup plus précisément à cette question. On peut d'ailleurs commencer par ce tour d'horizon, Hubert, si tu le veux bien. Tout à fait. François, Jean-Luc, Jacques, qui veut commencer? Alors, j'allume le micro du premier intervenant. Je ne sais pas qui commence. Le regard sur le dialogue social. Alors, Jean-Luc, je vous laisse. Est-ce que je peux l'activer? Oui, je vous propose l'activation de votre micro. Allez-y. C'est bon, oui. Alors, il y a une caractéristique de la période, c'est que quand même, la question du travail et de l'organisation du travail est revenue en force avec la crise sanitaire, puisqu'il y a des mutations profondes qui sont en cours, notamment avec le développement du travail hybride, donc à la fois télétravail et à la fois travail en présentiel.
ça modifie complètement la façon d'exercer son travail. Et je veux dire, la moindre des choses par rapport à toutes ces évolutions, ce serait de mettre en débat ces nouvelles organisations du travail sur 2 niveaux, il me semble. Le premier niveau, c'est le dialogue professionnel. Non, c'est pas possible, je suis en réunion. Excusez-moi. Donc, premier niveau, le dialogue professionnel, qui permettrait d'avoir une expression de celles et ceux qui travaillent dans le cadre de leur activité professionnelle et pouvoir mettre en place des organisations du travail communément définies et puis qui correspondent à leurs besoins. Et ensuite, un deuxième niveau que je qualifierais, moi, plus par rapport à ce qu'a dit Hubert tout à l'heure, de dialogue social à travers des capacités de réponse que pourrait amener la négociation sociale, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau des branches ou que ce soit au niveau interprofessionnel. Donc là, il me semble qu'il y a des enjeux majeurs avec cette mutation du travail qui est en cours, qui sont fondamentales. On a vu à quel point le fait de ne pas savoir anticiper les enjeux qui sont posés, que ce soit les enjeux environnementaux ou les enjeux sociaux, ce manque d'anticipation, ça conduit à ce que Alain Supiot parle de choc de réalité, c'est-à-dire qu'on se retrouve plongé en difficulté, en situation de crise. Alors, je ne veux pas être trop long, mais je voudrais citer l'exemple du télétravail en France, combien ça a été compliqué de pouvoir obtenir une négociation interprofessionnelle en France, négociation qui malheureusement a abouti à un faux ANI, dans la mesure où cet accord interprofessionnel n'est ni normatif ni prescriptif, ce qui fait que maintenant, c'est au niveau européen, parce que malheureusement la France tire vers le bas la situation, c'est au niveau européen qu'il va y avoir une négociation sur le télétravail pour justement répondre aux questions qui sont posées, aussi bien en France que dans les autres pays. Mais c'est quand même malheureux qu'en France, on ne soit pas capable d'avoir une initiative pour un sujet aussi fondamental qu'il a été durant la crise sanitaire, de manière à pouvoir apporter les réponses qui sont nécessaires par rapport à la bonne exécution de son travail. Dernière chose, c'est la question des salaires qui est omniprésente avec la perte de pouvoir d'achat que subissent l'ensemble du monde du travail, y compris les retraités. Et donc, par rapport à ça, il y a là aussi des questions, des négociations à ouvrir sur ce sujet. Enfin, je voudrais citer l'APEC dans une communication récente qui indique que c'est le sujet majeur des cadres aujourd'hui, cette question d'avoir des augmentations de salaire, avec notamment une caractéristique très intéressante, le fait que majoritairement les cadres considèrent qu'il doit y avoir des augmentations collectives pour répondre à cette baisse de pouvoir d'achat et pas des réponses individualisées suivant des performances individuelles comme les entreprises malheureusement ont l'habitude de pratiquer avec la rémunération qui est de plus en plus individualisée. Donc voilà, je ne suis pas plus long pour l'instant, mais il me semble qu'il y avait besoin d'apporter ces éléments-là au débat. Alors, le simple observateur que je suis, Jean-Luc, avant de passer la parole à Jacques derrière, en tant qu'observateur au sein de la rédaction de Newstank RH, on a vu réapparaître, y compris pour des fonctions d'encadrement, et c'est une vraie nouveauté, de l'augmentation générale qui, vous le disiez très bien, avait disparu de la plupart des NAO. Donc, on est bien sur le début de la traduction du besoin que vous décriviez. Tout à fait, sauf que ça demeure insuffisant. Jacques, on continue le tour d'horizon ensemble. Tac. Oui, d'accord. Sur ce sujet du dialogue social, je pense que dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, si on s'appuie sur la définition du mot crise que tout le monde connaît au niveau de cet écran, une définition du mot crise en chinois avec l'aspect danger et l'aspect opportunité, je pense que le dialogue social reste une très très forte opportunité aujourd'hui pour faire face et pour s'ajuster au contexte actuel. Mais alors le problème,
c'est que cette opportunité nécessite effectivement de bien définir ce qu'on appelle dialogue social. Le dialogue social, si on interroge quelqu'un dans la rue aujourd'hui, il vous dira « Ah ben, c'est le dialogue entre les employeurs, quels qu'ils soient, publics ou privés, et les organisations syndicales. » Certes, c'est effectivement une partie de la définition, mais on sait tous ici aussi que c'est parfaitement insuffisant. Jean-Luc Molins a, à juste titre, a très bien évoqué un aspect fondamental du dialogue social qui est le dialogue professionnel, qui est, effectivement rentre dans une définition, une conception élargie du dialogue social, parce que ça évoque les rapports entre les managers et les personnes dont elles ont la responsabilité, et puis même aussi entre les salariés entre eux. Alors, ça implique effectivement de la part des managers une capacité d'écoute, de la part des salariés une capacité de proposition, et ceci ne se décrète pas. Et c'est là où je rejoins une réflexion sur le formalisme. Et le formalisme, il peut avoir plusieurs aspects. Ça peut être un aspect juridique, le recours à la loi. Généralement, on voit au fil des décennies que le recours à la loi a ses limites. Et ça peut être aussi le recours à des accords. Mais un accord n'est intéressant que s'il ne prend appui, s'il ne prend source et racine que dans le réel et notamment le réel du travail. Or, pour rebondir sur l'exemple du télétravail qui a été évoqué il y a un instant, moi je constate au niveau des entreprises qui sont dans notre périmètre que le télétravail n'a posé strictement aucun problème dans les entreprises où les managers avaient pour habitude, pour comportement durable, si je puis dire, l'écoute, la responsabilisation, la fixation d'objectifs et une vraie subsidiarité en définitive, même si parfois ce mot n'est pas toujours très bien employé. Donc, partout où les entreprises ont eu ce type de management, le télétravail n'a posé strictement aucun problème. Aucun problème. Et donc, la négociation d'accords au plan national et pire au plan européen ne peut apporter strictement rien sur ce sujet parce que les accords, quels qu'ils soient, ne résoudront pas le problème de la proximité et le problème du dialogue social sur le terrain, y compris sur ce sujet du télétravail. Voilà, et ça peut être une occasion de discussion et on verra un peu plus tard dans le débat. Mais enfin, moi, ma conviction profonde, c'est que ce sujet-là ne peut pas se traiter en dehors du terrain même dans lequel il s'applique. François, sur le sujet, on va activer ton micro. Oui, alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Beaucoup de choses ont été dites jusqu'à présent et je vais me permettre plutôt de rajouter quelques éléments. Dans quel état est le dialogue social aujourd'hui ? Moi, j'ai envie de vous dire, le dialogue social est malade. Le dialogue social est sur les genoux. Le dialogue social est saturé. En fait, pourquoi je dis ça un petit peu en mode Cassandre, si vous me permettez, principalement parce que en rencontrant des responsables syndicaux sur le terrain et des DRH, je rencontre des gens qui ont véritablement envie qu'un dialogue social puisse se nouer et fonctionner bien. Mais, en fait, nous sortons d'une période, et d'ailleurs on y est encore, et on se pose la question de savoir si on ne va pas y rentrer. Moi, là, j'ai dans mon équipe plusieurs personnes qui ont le Covid, voilà, on y retourne. Nous sommes en train de sortir d'une certaine façon d'une période de 2 années où nos organisations ont été extrêmement chahutées, où les entreprises ont eu tout un ensemble de difficultés malgré tout à intégrer des problématiques du télétravail, même si ça s'est parfois bien passé, parfois mal, etc. C'est un premier vrai sujet, c'est comment on redonne à l'entreprise un peu de souffle
et comment on essaie de retrouver des modes de fonctionnement, pas le fonctionnement d'après, mais simplement un fonctionnement classique, habituel. Et puis, on a tout un ensemble de choses qui viennent se greffer. On nous parle des problématiques liées aux rémunérations, des problématiques liées à la transition écologique, et j'en passe les meilleurs. En fait, aujourd'hui, le dialogue social, je trouve, est quand même particulièrement étouffé par tout un ensemble de sujets particulièrement prioritaires, extrêmement importants pour la vie de l'entreprise, et au bout d'un moment, eh bien, la coupe est pleine. Je rejoins tout à fait Jacques Auvergne quand il dit que le dialogue social de terrain est quelque chose d'absolument nécessaire. Mais quand vous passez votre temps, excusez-moi, en dialogue social, à parler de la manière dont on va revoir les organisations, dont on va parler des salaires, etc., et bien au bout d'un moment, on sature. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens qui sont saturés, et par cette saturation, eh bien, ils sont parfois un peu sur des prises de position que je qualifierais dogmatiques de part et d'autre, et le dialogue social ne se passe plus véritablement bien, parce qu'en fait, le dialogue social, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Et bien entendu, il ne faut pas que ce soit un temps très très long, mais il faut malgré tout du temps pour poser les vraies questions, analyser les situations et essayer de trouver un terrain d'entente entre les deux. La vraie difficulté, elle est là. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, j'ai envie de dire, et ça rebondit un petit peu sur le propos d'Hubert au départ, nous avons des entreprises pour lesquelles ça se passe bien. Il y avait une habitude du dialogue social. Et d'autres pour lesquelles ça se passe moins bien. Soit parce qu'elles n'avaient pas d'habitude du dialogue social véritablement, soit parce qu'elles avaient peut-être l'habitude du dialogue social, mais chez moi, on dit de temps en temps, on ne tombe pas un œuf. Les 2 années de crise que nous venons de passer ont laissé des entreprises parfois exsangues et avec d'énormes difficultés à gérer, à assurer le quotidien, problématiques financières, etc., etc. Le dialogue social, c'est mettre chacun des choses dans la balance. Si l'entreprise n'a plus rien à mettre, eh bien, ça ne facilite pas grandement les choses, je trouve. Voilà en gros ce que je voulais rajouter. En fait, il faut que nous fassions attention aux grandes priorités et voir que d'une certaine façon, d'une entreprise à l'autre, les priorités ne sont peut-être pas les mêmes. Je vais même faire si, ouais. Vas-y, même si, et je pense que Jean-Luc dira toujours, mais aujourd'hui, la grande priorité, c'est la problématique des salaires. Et on le voit bien sur tout un ensemble d'études. Après, il y a peut-être des choix à faire et savoir ce qu'on veut faire, et peut-être se rappeler ce bon vieil adage, hein, qui trop embrasse, mal étouffe. Alors, Hubert. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la période actuelle, un double risque, un risque à la fois de centralisation excessive par rapport aux problèmes qui se posent sur le terrain, et un problème de rythme, parce que les entreprises sont obligées de faire face parfois dans l'urgence à des situations qui n'avaient pas été prévues et ont tendance, peut-être, pourraient avoir tendance à traiter vite en se passant finalement de ce dialogue qui nécessairement prend un peu de temps. Et puis, une deuxième question qui se pose, c'est que dans le cadre de cette centralisation peut-être excessive, est-ce que les managers sur le terrain ont le pouvoir de répondre aux questions qui leur sont posées? Est-ce que si un manager accepte telle solution, est-ce qu'on ne va pas lui reprocher ensuite d'avoir créé un précédent qui risque d'être généralisé dans d'autres situations un peu différentes? Est-ce qu'il y a donc ce risque d'une centralisation excessive? Ok, je vais repasser la parole peut-être à Jean-Luc qui avait commencé sur le sujet. Juste une petite réflexion, Hubert, pour observer les relations sociales, alors peut-être plus dans des ETI et des grandes entreprises chez Newstank. Je note quand même, y compris Jean-Luc, dans des entreprises dans lesquelles on n'avait pas l'habitude, on était peut-être même pas d'une grande culture managériale adaptée ou culture du télétravail. J'étais assez frappé par le nombre d'entreprises qui très vite
ont mis en place du télétravail et dans la foulée négocié, organisé ça en apprenant la négociation à distance en plein confinement et donc en quelque sorte bousculer leur agenda social parce qu'effectivement il y avait le rythme et la hiérarchie des priorités a fait qu'il a fallu avancer de façon prioritaire comme on peut avancer de façon prioritaire aujourd'hui sur des sujets salariaux, sur des sujets répartition de la charge de travail pour limiter l'impact énergétique pour des grandes industries. Et je pense à Jacques, qui a connu des industries dans lesquelles on consommait beaucoup d'énergie. On est obligé de réinventer. Et il y a un moment où on a aussi le sentiment que finalement, peut-être est-ce le symptôme d'une maturité, le dialogue social se reconstruisait en permanence en fonction de la hiérarchie des priorités. Jean-Luc, peut-être. Oui, alors, sur 2 points, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques Lavergne. Là où le télétravail avait été anticipé, là où il y avait eu une négociation sur le télétravail, mise en place du télétravail et pratique du télétravail par les salariés dans les entreprises concernées, lorsque la crise sanitaire est arrivée, ça s'est nettement mieux passé que dans les autres entreprises où il n'y avait jamais eu de réflexion sur la question de la mise en place du télétravail, les conditions dans lesquelles l'exercer et en même temps l'absence de pratique des salariés du télétravail. Donc ça, c'est ce qui est ressorti des différentes enquêtes qu'on avait faites à l'UJIC-CGT, mais qui corroboraient en fait les autres enquêtes faites, que ce soit par Malakoff Humanis, Secafi ou autres. Donc là, ça, c'est quelque chose qu'on a vérifié et qui s'est avéré complètement vrai. Par contre, ce qui est apparu aussi, c'est que le défaut d'encadrement du télétravail, ça aboutit à des inégalités entre les salariés d'une entreprise ou d'une autre en fonction ou pas de l'existence de l'accord. Et c'est pour ça qu'il est utile d'avoir à la fois un accord national interprofessionnel pour servir en quelque sorte de garde-fou, pour éviter les abus, et aussi dans les branches, parce que en fait, le dumping social pratiqué sur le télétravail est possible à partir du moment où il n'y a pas de réglementation. Si vous laissez la loi de la jungle entre une entreprise et une autre, eh bien, il y a les entreprises vertueuses qui vont prendre le sujet, le négocier et encadrer de manière correcte le télétravail. Et puis, vous en avez d'autres qui n'en auront rien à faire, qui vont y compris demander, comme on l'a vu pendant la crise sanitaire, aux salariés d'utiliser leur ordinateur personnel parce que les équipements ne sont pas fournis par l'entreprise, avec les risques que ça pose en termes de perte de données, confidentialité, etc. Donc, vous voyez, il y a toute une différence. Et puis, bon, il y a toutes les questions d'indemnisation aussi qui sont posées derrière. Ce à quoi ont été confrontés les salariés et les conditions de travail. Tout le monde ne peut pas aménager un espace de travail chez lui pour exercer le télétravail. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais donner. Et le deuxième point, c'est par rapport à la question du rythme. Effectivement, comme disait Hubert, il faut du temps pour le temps du dialogue social, de la négociation sociale. C'est important. Enfin, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que bien souvent, c'est fait à la hussarde. Et puis, on a un résultat, évidemment, qui ne correspond pas aux besoins par rapport à l'activité à la fois de l'entreprise et les conditions d'exercice professionnel des salariés. Concernant l'encadrement, là aussi, je rejoins ce que disait Hubert, les managers manquent de temps pour leurs équipes. Nous, on l'a constaté dans toutes les études qu'on a faites, que ce soit sur la transformation numérique des entreprises, on avait travaillé avec l'ANACT, ou sur la prise en compte des questions environnementales, nouveau sujet sur lequel je travaille, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau des managers. Ils sont absorbés par le reporting, ils passent énormément de temps à traiter toutes les notifications, messagerie professionnelle, etc. Et en même temps, il y a les réunions. Alors maintenant, qui se font aussi en visio, travail hybride. Donc, et tout ça complexifie énormément la réalité, le vécu des managers.
Et là aussi, il y a des solutions à apporter, notamment avec l'utilisation des technologies numériques, parce que bien souvent, ce qui est demandé en termes de reporting peut être très bien réalisé sous forme de traçabilité à travers l'activité qui est maintenant traçable quasiment instantanément et qui peut éviter une perte de temps considérable à devoir remplir des tableaux pour faire du reporting qui, comme m'avait dit un cadre avec qui je discutais du sujet, il m'avait dit, moi, le reporting, ça ne me sert à rien. Pendant que je fais ça, je ne fais pas mon travail. Le reporting, c'est pour les autres. Donc, je pense que là, il y a des choses à faire et c'est un sujet à la fois de dialogue professionnel, ce dont je parlais tout à l'heure, et de dialogue social à travers la négociation sociale. Oui, et quid de leur capacité, la question qui est évoquée par Hubert, quid de la capacité de ces managers sur le terrain à pouvoir négocier, nouer un dialogue et à agir sans forcément remonter en centrale, parce que le reporting est aussi le symptôme d'une centralisation de l'information, de la prise de décision. Tout à fait, c'est un vrai sujet qui rejoint la question du sens du travail. Dans la semaine pour la qualité de vie au travail qu'a fait l'ANACT en juin, juste avant l'été, le résultat de leur étude qu'ils avaient publiée à cette occasion, c'était de dire que 4 actifs sur 10 étaient prêts à changer d'emploi pour un travail qui a plus de sens. Aujourd'hui, les conditions d'exercice professionnel, notamment pour les managers, c'est une perte de sens. Et dans les démissions qu'on peut constater ou les recherches de mobilité, il y a aussi, quand on ne peut pas changer ce cadre de travail, il y a le besoin de rechercher autre chose pour retrouver davantage de sens au travail. On va se tourner vers notre DRH de métier, Jacques. Je vous laisse. Oui. Votre micro est activé. Allez-y, Jacques. Je partage tout à fait le point de vue de Jean-Luc Molin sur le risque de perte de sens dans les organisations du travail telles que malheureusement elles sont le plus souvent conçues. C'est tout à fait vrai. Mais là, je voudrais quand même dire un mot sur ce que disait Hubert tout à l'heure, sur les risques de centralisation. Et les risques de centralisation, ils sont encore plus forts quand on est dans une période de crise. Alors qu'en fait, plus on est en crise, moins il faudrait que ce soit centralisé. Je prends un exemple tout simple qu'on a tous observé, c'est celui des hôpitaux. Et dans les hôpitaux, au moment de la pandémie, au moment le plus fort de la pandémie, on a vu qu'il y a eu des crises épouvantables pour faire face effectivement à l'afflux de patients, etc. Mais il se trouve que dans certains hôpitaux, là où les chefs de service avaient largement délégué leur pouvoir à soit certains médecins, soit des infirmières, soit voire à des aides-soignants dans certains cas, les choses se sont passées complètement différemment. Et donc, ça veut bien dire que face à une situation de crise, la réponse n'est certainement pas dans la centralisation. Ce qu'on a vu autour du phénomène des ARS, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais enfin, manifestement, des personnes qui étaient très souvent très éloignées de ce qui se passait en réel, je pense que là, plus on est en crise, plus il faut décentraliser. Et pour revenir au télétravail, sur lequel on a les uns et les autres un point de vue plus précis, vraiment, chaque fois qu'on a pu régler les conditions du télétravail dans les entreprises au plus près du terrain, chaque fois, on a réussi à passer ce cap difficile. La preuve, elle est toute simple, c'est qu'aujourd'hui, la pandémie, effectivement, s'est largement atténuée. Il y a des risques encore, bien sûr, mais dans les entreprises qui sont bien rentrées dans la pratique du télétravail,
La question aujourd'hui n'est pas de savoir est-ce qu'on va vite rentrer en présentiel puis qu'on en finisse avec ces histoires, c'est au contraire de profiter du télétravail pour réfléchir à des organisations du travail qui soient réellement différentes, où la responsabilisation des personnes soit accentuée et que cette responsabilisation puisse être à l'origine de développement de compétences qui elles-mêmes participeront finalement à ce qu'on pourrait appeler un peu rapidement peut-être une répartition différente du pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Dit autrement, à partir d'un mode d'organisation, on peut aussi complètement changer la vision de ce qu'on a sur la répartition du pouvoir à l'intérieur de l'entreprise, chacun ayant une parcelle de ce pouvoir, à condition bien sûr qu'on sorte de cette centralisation mortifère dans laquelle notre pays est souvent enfermé. Alors, c'est faire le pari de l'intelligence collective. Je me permets une petite digression pour vous renvoyer sur le sujet que vous pointiez du doigt, l'hôpital et le gap entre le système et sa gestion, comment dire, critiquable ou dont on a vu les limites, et une gestion plus pragmatique de terrain qui a pu exister. Je vous renvoie à l'excellente analyse d'Hubert qui s'appelle « Produire davantage ou davantage prendre soin », qui est la toute dernière qu'il a publiée sur News Tank RH, la question décisive, et qui montre qu'il y a même des métiers qui intrinsèquement ne sont pas adaptés au mode de gestion centralisé, industrialisé qu'on avait conçu pour eux, n'est-ce pas Hubert? Merci pour la minute de publicité. Hein. Mais, non, mais l'analyse est passionnante parce qu'elle pointe du doigt ce que nous montre Jacques. C'est à la fois l'inadaptation de systèmes qui n'ont pas été pensés, alors pour des métiers tout entiers et même pour des situations de crise et la gestion de situations inattendues, situations de crise, situations et des métiers qui font intervenir une interaction humaine, par exemple, et qui nécessitent un pilote. Sur cette question du télétravail, quand le problème s'est posé, il y a des équipes sur le terrain qui se sont débrouillées par elles-mêmes sur la façon de s'organiser. Oui. Et puis, par la suite, est intervenu un accord négocié au sommet universel pour toute l'entreprise. Ça sera 2 jours de travail par semaine et pas plus. Et là, c'est la catastrophe parce que pour certaines personnes, ça peut être parfaitement justifié, mais pour d'autres, elles peuvent très bien travailler 4 jours en télétravail et d'autres, au contraire, il serait préférable qu'elles ne travaillent qu'1 jour, voire pas du tout en télétravail. On ne sait pas prendre en compte la diversité des situations. Et je me demande si ce n'est pas la même chose pour les salaires, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent probablement se permettre des augmentations qui permettent de suivre l'inflation, et d'autres qui sont en grand danger pour leur existence même, où le personnel lui-même reconnaît que ça n'est pas possible. Absolument. Alors ça, c'est Jacques. François, peut-être sur la réaction, la suite de notre tour de table, sur les managers de proximité, le pilotage centralisé, l'adaptation ou pas au contexte dans lequel on met en place les décisions, les directives, l'adaptation. Oui, alors, j'ai peut-être une vue un peu différente des autres interlocuteurs. C'est l'intérêt du débat, François. Tout d'abord, j'ai envie de remonter d'avant la crise du Covid, etc. Nous sommes déjà engagés depuis de nombreuses années dans une logique d'industrialisation de tout un ensemble de process de gestion, de fonctionnement, notamment avec la fameuse digitalisation, numérisation des entreprises, hybrидation du travail, etc. La logique de la crise et le passage au télétravail avec les logiques de confinement ont accéléré le processus. Ça nous a donné, excusez-moi, un grand coup de pied au cul pour avancer plus vite là-dessus. Ok, on fait passer de plus en plus de choses sur ces étranges machines qui sont là pour nous suivre et voir, excuse-moi, Jean-Luc, nous fliquer. Voilà, parce qu'on peut savoir en permanence ce qui est en train d'être fait. Et ce faisant, nous sommes en train d'institutionnaliser une certaine forme d'individualisation du travail et des tâches de chacun, portée par la technologie.
Cette technologie, en fait, elle vient en fait accompagner une certaine forme de désagrégation des collectifs de travail. Je fais exprès, hein, je pousse la caricature plus loin. C'est la question, c'est la question. Cette désagrégation du collectif de travail, elle existe au sein d'une équipe, voilà, au sein d'une équipe, mais elle existe aussi, elle se présente également pour les managers et toute la ligne hiérarchique. Et après, eh bien, on se retrouve dans une situation où, face à un problème, comme nous sommes tous individualisés les uns à côté des autres dans des silos, ben, le problème remonte. Et la vraie difficulté aussi, c'est, je l'entends, c'est d'éviter de faire remonter les éléments tout en haut, parce que d'une certaine façon, on va en arriver à des décisions imbéciles, comme l'indiquait Hubert, avec tout le monde en télétravail pendant 2 jours, et en fait, on a perdu complètement la vue du terrain. Mais la vue du terrain, en fait, encore faut-il qu'elle puisse s'exprimer de manière collective, construite, etc. Or, depuis des années et des années, nous sommes en train de travailler à une certaine forme d'individualisation du travail. Individualisation du travail qui en prime. Le travail, on le lit au travers de certains prismes qui ne sont plus le travail réel. Nous avons, je pense, alors c'est peut-être plutôt dans les préconisations ou les pistes de solutions, nous avons intérêt, si nous voulons véritablement retravailler un dialogue social de proximité, à nous interroger sur la façon dont les collectifs se structurent et se constituent. Pour moi, et c'est là que j'ai une vision moins idyllique que mes petits camarades, pour moi, le télétravail, certes, dans certains cas, ça a bien fonctionné, mais parce qu'on a simplement regardé la logique de ce qui a été produit au final. Parfois, pas dans quelles conditions, et puis surtout, dans quelle mesure, d'une certaine façon, nous avons poussé à cette individualisation et nous sommes en train de l'ancrer dans les habitudes de fonctionnement. Pour moi, c'est un véritable danger, parce que le collectif, c'est tout d'abord la possibilité de faire remonter des choses, puis c'est aussi de l'entraide quand on est dans des situations difficiles et que l'on doit aborder. Et si je te suis bien, l'idée, c'est que la centralisation sera une conséquence et pas la cause, une conséquence de cette somme et de nécessité de continuer à faire collectif. Je pense qu'il y a une part non négligeable de responsabilité de la désagrégation des collectifs dans cette logique de centralisation, parce que tout remonte. Et alors, justement, la création des CSE, on va arriver dans cette période préélectorale, dans beaucoup d'entreprises, on va réélire en 2023 les nouvelles instances. Avec les CSE, on a eu la disparition dans beaucoup d'entreprises des comités d'établissement de proximité, sans parler de la fin des CHSCT. Est-ce que ça a eu une conséquence et dans quel sens sur le fonctionnement de ce dialogue collectif? Et si Hubert le permet, on fera un tour d'horizon sur cette dimension. Si je peux répondre en premier, alors je ne suis plus DRH et donc je n'ai pas mis en place de CSE. Voilà. Mais ce que j'en vois, c'est plutôt une posture d'observateur, c'est que d'une certaine façon, dans certains cas, la raréfaction des instances de discussion et de pouvoir de négociation, pousse d'une certaine façon à une certaine forme de centralisation. Elle est un facteur, elle peut être un facteur, oui. Bien sûr. Je ne pense pas que, de ce point de vue-là, et nous évoquions un peu en aparté ce genre de choses, je ne pense pas que les entreprises qui se sont emparées des opportunités de la loi, pour aller plus loin que la simple lecture de « on va installer un CSE », je ne pense pas qu'elles aient à le regretter. Tout du moins, ce que j'en vois, le dialogue social se passe mieux. On va demander à Jean-Luc si Hubert est d'accord. Oui. C'est qu'il vit sur le terrain, sur ces nouvelles instances, le nouveau paysage, nos CSE, dans le contexte que vous décriviez, Jean-Luc. Oui, je voudrais juste allez-y. un point avant par rapport à ce que vient de dire François qui est important. Par rapport à la question de l'individualisation et la gestion individualisée
des salariés dans l'entreprise, faut quand même remettre les choses à leur place. Je suis d'accord, hein, c'est une réalité. Le télétravail peut l'accentuer, je suis d'accord aussi. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est le management de direction qui conduit à ça. Je vais donner un exemple tout simple. L'entretien d'évaluation professionnelle, il est individuel. Vous n'avez pas d'entretien d'évaluation collective dans les entreprises. Donc, tout pousse à cette individualisation, hein. Donc après, effectivement, moi je suis d'accord sur le fait qu'il faut redonner la parole aux collectifs de travail, leur permettre, comme l'écrit Veuclos, de pratiquer la dispute professionnelle pour arriver à régler les problèmes qu'ils rencontrent dans le cadre de leur activité et de manière à ce que chacun, suivant des solutions communément établies, puisse savoir ce qu'il a à faire dans telle ou telle situation. Donc, il y a des choses à faire par rapport à ça. Sur la question de l'évolution des CSE, disparition des CHSCT, etc., vous savez, même les très mesurés France Stratégie, quand vous regardez leur rapport sur le bilan des CSE, reconnaissent que c'est un recul. Syndicalement, on l'avait dit dès le départ, moins de moyens pour les organisations syndicales, c'est moins de moyens pour le dialogue social. Quand vous élargissez les périmètres d'intervention des représentants syndicaux, comment voulez-vous qu'ils soient en prise sur le terrain? Ils sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres et passer leur temps sur la route ou dans les transports. Voilà, en plus, c'est pas écologique par rapport au sujet de l'écologie. C'est une catastrophe aussi en matière de santé au travail. J'ai lu récemment là, une étude qui est sortie qui met en évidence l'augmentation significative des risques psychosociaux. On a une vraie crise en ce moment là-dessus. Alors, comme je travaille sur le sujet depuis longtemps, la question de santé au travail et de management, j'avais repéré déjà une étude de la Fondation Pierre de Nicker qui, en 2018, tirait déjà la sonnette d'alarme en disant qu'il y avait une montée importante de ces questions de mal-être au travail et alors c'est des médecins, hein, donc ils utilisent des termes médicaux pour dire orientant vers un problème de maladie mentale. Donc voilà, alors, malheureusement, ça se confirme. Ça se confirme, comme j'ai pu le lire récemment dans une étude. Et là-dessus, il y a des solutions à apporter aussi. Vous avez par exemple des sujets en matière de RSE sur lesquels on pourrait répondre, mais qui malheureusement ne sont pas pris en compte aujourd'hui. C'est la question des aidants, les aidants familiaux. Il y en a 11 millions en France. C'est des personnes qui sont identifiées comme étant à risque par rapport notamment au contexte particulier dans lequel ils se trouvent. Devoir aider une personne tout en travaillant, c'est pas les quelques jours de dons de RTT de collègues qui peuvent régler un problème comme ça. C'est un problème qui est sociétal. C'est un problème sur lequel il doit y avoir des réflexions menées dans les entreprises. Et il y a trop peu d'entreprises qui prennent des initiatives par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, ça c'est un exemple concret de quelque chose qui pourrait être fait en matière de réflexion par anticipation d'un problème qui va arriver et sur lequel on peut intervenir par rapport aux sujets qui sont posés, hein. Et puis une enquête de Malakoff Humanis qui a été publiée le 8 septembre, qui est relativement récente. Qu'on a traité, très intéressante. Oui. Qui souligne les troubles psychologiques qui sont en hausse et qui passent devant les troubles musculo-squelettiques. Donc on voit bien qu'il y a des évolutions significatives en matière de santé au travail sur lesquelles il y a des solutions à apporter. Et ces solutions-là, moi, c'est comme pour le télétravail, je considère que ce n'est pas d'une entreprise à l'autre que ça va se régler. Il y a besoin de mettre en place des garde-fous, en quelque sorte un service minimum à assurer partout. Et concernant les moyens de financement, parce que le nerf de la guerre, ça reste ça, je fais état d'une étude qui a été faite sur le conditionnement des aides publiques. Donc, c'est une mission d'information de l'Assemblée nationale. Et les rapporteurs
à la fin de l'étude, conclut au fait, alors c'est court, hein, je le cite, hein, ils interrogent la question de l'efficacité de la défense publique, à travers notamment son impact économique, social et environnemental, et ils disent qu'au terme de leur audition et travaux, les rapporteurs concluent que les conditionnalités doivent trouver toute leur place dans le régime des aides publiques et dans une nouvelle forme de dialogue social sectoriel capable d'entraîner positivement les acteurs économiques et sociaux pour changer de modèle. Donc, les ressources, elles existent. Et j'entends que certaines entreprises ne peuvent pas supporter certains coûts, mais en même temps, il y a des solutions à trouver aussi au niveau sectoriel pour faire en sorte que les entreprises mutualisent les moyens qu'elles ont pour justement répondre à ces sujets qui dépassent le cadre de l'entreprise, mais qui relèvent de la responsabilité sociale de l'entreprise. Merci Jean-Luc. Hubert, peut-être une réflexion Oui. Nous allons faire réfléchir Jacques, évidemment. Je pense que l'organisation du travail, comme l'a souligné François, est très impactée par l'informatisation et que ça contribue à la centralisation. Je pense à une certaine entreprise, une grande entreprise, et que Jean-Luc connaît bien, je crois, qui avait supprimé les RRH de proximité au motif qu'on pouvait les remplacer par un portail RH et que pour noter les demandes de congés payés, c'était pas plus mal. Oui, sauf que le portail RH, il y a des choses qu'il ne fait pas et que faisait le RRH de proximité, qui était de parler avec les gens, tout simplement, pour se rendre compte que certains étaient peut-être en mauvais état physique ou psychique, qu'il y avait des demandes, qu'il y avait des tensions, et il captait plein de choses qu'il pouvait ensuite remonter pour trouver des solutions adaptées, ce que ne faisait pas le portail RH. Et finalement, cette entreprise était obligée de remettre des RH de proximité. Alors, puisqu'on parle de proximité, d'entente à l'intérieur de l'équipe de travail, François, est-ce que ça ne plaide pas pour l'entreprise libérée? Je sais que tu as réfléchi sur le sujet. Mais après, alors François, très vite, et on passe la parole à Jacques qui voulait réagir quand même. D'accord? Oui, parce qu'il y a Jacques qui a fait un grand signe là. Donc, en fait, la problématique de l'entreprise libérée, des écoutes et des choses comme ça, il faut faire extrêmement attention à se libérer de quoi, et on s'aperçoit très souvent qu'en fait il s'agit d'un marché de dupes où contre une illusion de liberté on a échangé moins de sécurité, moins d'accompagnement et des choses comme ça. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je préfère repasser la parole. Ça pourrait être l'objet d'un autre temps de réflexion. Voilà, mais la vraie difficulté, je pense que d'une certaine façon, la recréation des collectifs est essentielle. C'est quelque chose qui peut porter le développement de l'entreprise et qui peut surtout porter une évolution des styles managériaux. Voilà. Et donc, évolution du style managérial, évolution de la relation sociale, au sens large, hein, pas simplement social et syndical. Alors, merci François. Jacques voulait réagir depuis tout à l'heure. Oui. Bon, beaucoup de choses intéressantes ont été développées. Bon, sur l'entreprise libérée, je partage tout à fait la réserve de François sur ce sujet. On pourrait effectivement en débattre longuement parce souvent il apparaît que lorsque le leader de l'entreprise libérée disparaît, l'entreprise est libérée de tout. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, oui, sur la question de Fabien initiale sur l'appréciation par rapport au CSE, bon, moi j'ai lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt le rapport de Jean-François Pillat et Marcel Grignard sur cette question. Et effectivement, c'est très modulé, c'est très bon. Mais une chose qui est quand même frappante, quoi, mais vraiment frappante, c'est que le mot proximité, en dehors des représentants de proximité qui est une espèce de séance de rattrapage sur la proximité, en dehors de ça, on n'en parle pas. Hein, on n'en parle pas. Bon, les représentants de proximité, la véritable proximité,
c'est l'ensemble du collectif des salariés. C'est ça la proximité. Ce n'est pas des représentants, etc. Bon, sachant que ce qui est très très important, parce que la question des salaires a été évoquée par Jean-Luc Molins, c'est un vrai sujet, mais en même temps, moi j'aimerais, avec la question du salaire, qui peut se régler, qui se règle d'ailleurs aujourd'hui par des formules de type PPV, hein, tout le monde a vu ce qui peut se faire. Alors certains disent oui, mais c'est insuffisant. Je ne sais pas si c'est insuffisant, mais enfin quand il y a 1 000 euros versés à tout le monde, ou 1 700 ou 2 000 ou 3 000 selon les entreprises, c'est pas forcément rien, surtout que ça peut se faire chaque année. Bref, et tout ça avec exonération sociale. Bon, donc il n'y a pas rien sur les salaires. Par contre, il y a un sujet extrêmement important qu'on n'a pas évoqué du tout, qui est celui de la classification. Et celui de la classification rejoint la notion, enfin l'appréciation des compétences, et derrière l'appréciation des compétences, de pouvoir, et justement pour répondre peut-être à l'individualisation justement dénoncée par François, individualisation trop marquée, c'est peut-être aussi que par le développement des compétences, on peut atteindre 2 objectifs. L'un, c'est effectivement permettre une évolution des personnes et encourager cette évolution, mais surtout que ces compétences, si elles sont bien traitées, peuvent permettre un développement des organisations du travail, et à ce moment-là, on rejoint effectivement le collectif. Donc ça, je pense que là, sur la notion de compétences, classification, je pense qu'on a des tas de choses à dire, mais là, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour le faire. En ce qui concerne le temps disponible des managers, moi, il y a un point qui m'étonne toujours, c'est que d'une entreprise à l'autre, et dans le même secteur d'activité, il y a des managers qui trouvent le temps et d'autres qui ne le trouvent pas. Pourquoi? C'est intéressant quand même de se poser la question. Pourquoi? Certains disent le problème du reporting, bon, c'est sans intérêt, on fait le strict minimum sur le sujet et généralement, on n'a pas de problème chaque fois qu'on prend de la distance par rapport à ça. Parce que le temps qui sera pris sur le reporting, s'il est consacré au traitement des problèmes de terrain, justement ce dialogue professionnel de base qui lui-même va nourrir le dialogue institutionnel permettant aux membres du CSE de savoir de quoi ils parlent quand ils traitent les sujets, je pense que là, dans les entreprises de ce type, les managers trouveront toujours du temps disponible. Par contre, celui qui se réfugie sans arrêt derrière le reporting et ne fait que ça, effectivement, je pense que là, il y a un vrai problème et ça rejoint aussi le problème du sens au travail, bien entendu. Voilà. Jacques, sur le reporting, voilà, il y a peut-être aussi une petite remarque, il y a peut-être aussi la perte, comme vous le disiez très justement, du sens, c'est-à-dire je contribue à du reporting qui me sert à quoi et qui, moi, me redonne dans mon pilotage quotidien. Est-ce que ça a du sens ou pas? Oui, et d'ailleurs, le point le plus extraordinaire dans ce reporting, c'est que quand vous faites la somme des reportings, les décisions qui sont prises sont généralement très éloignées de ce qui a été rapporté. Donc, voilà. Oui. Juste une petite précision avant de repasser la parole à Hubert, parce qu'il faut qu'on avance sur les solutions, qui est quand même la partie et les pistes pour améliorer les choses. Une petite réflexion quand même sur le volet classification, qui est un changement de logiciel et vrai pilotage individualisé par les compétences. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas dans le secteur, à regarder le travail qui a été mené, qui est de l'extérieur, on peut le dire, sur la méthode, sur le fond et le délivrable. La refonte de la convention collective de la métallurgie est une démarche extrêmement intéressante de ce point de vue, où on change vraiment de logiciel. Alors, c'est pas on change de logiciel à condition que le nouveau système de classification soit bien pris dans une démarche de changement d'organisation. Si ce n'est pas accompagné de cette démarche de changement d'organisation, à ce moment-là, on rentre dans ce qui est le pire qui puisse exister, c'est la logique de poste. Oui, et puis pour le coup, on fait des flèches et on reflèche sur poste. Et voilà. Ouais, la démarche initiale a été celle-là, ça a été co-construit et c'est un fruit du dialogue social de la part des négociateurs. Et maintenant, c'est à chaque entreprise de
tout à ou de fait. changer de logiciel et dans un pilotage RH Oui. individuel. Hubert, peut-être sur Une notre chose qui me première frappe partie. beaucoup, c'est que quand on regarde le programme des grandes écoles, que ce soit des écoles de gestion ou des écoles d'ingénieurs, la part laissée aux questions de relations collectives de travail, de relations sociales, donc de dialogue social, est relativement négligeable. Et le résultat, c'est que dans certaines grandes entreprises, on voit arriver à des fonctions de manager de proximité de jeunes cadres ou de jeunes gestionnaires qui ne savent pas ce que c'est qu'un représentant du personnel. Bon, et ils sont terrorisés, ils vont faire des bêtises, évidemment. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème à la fois dans la formation des managers à leur arrivée dans l'entreprise, tel que ça résulte de leur parcours scolaire ou universitaire, et est-ce que les entreprises ne devraient pas systématiquement faire un cours de rattrapage, si j'ose dire, à leur arrivée, portant sur le rôle du dialogue social, son importance, sa contribution à la démarche de l'entreprise, à la création de valeur globale et la façon, le rôle que jouent les représentants du personnel. Et je me demande si ça ne devrait pas être étendu aux représentants du personnel eux-mêmes. Faire en sorte qu'ils aient la capacité de répondre aux situations qu'ils rencontrent. Merci Hubert. On fait peut-être réagir sur cette proposition qui est d'abord ce que j'allais proposer, qu'on arrive aux pistes de solutions, comment faire évoluer les choses. Il y a la proposition former, évangéliser sur, y compris les managers, sur le sens, la vertu et le dialogue social en tant qu'il peut être contributeur au collectif. Jean-Luc. Alors. On a travaillé sur le management de proximité. On a publié 2 guides, un dédié au management en général et un dédié au RH de proximité. Donc, ces 2 guides qu'on a fait avec l'ANACT sont sur le site Le Numérique Autrement. Et je reviens sur un sujet qui a été évoqué, il y a une chose essentielle, c'est les moyens qui vont être donnés au management de proximité et ensuite les conditions d'exercice professionnel, c'est-à-dire le temps qu'ils pourront véritablement consacrer aux équipes. Il me semble que ce sont deux paramètres importants. Et nous avions fait à l'époque des propositions, notamment sur le fait qu'on laisse à la main des managers de proximité un budget dédié pour qu'ils puissent intervenir sur toutes les questions en termes de QVT, de formation. Alors, ça existe déjà sur la formation, les budgets dédiés. Par contre, ça n'existe pas sur la QVT. Et comme là, en plus, comme on l'a évoqué au début de la réunion, la question des organisations du travail à l'heure des modes hybrides est en train d'émerger. Ça renforce, ça donne plus d'acuité à la proposition qu'on avait faite à l'époque de donner ce budget dédié au management de proximité concernant la question de la QVT. Donc voilà ce que je peux dire sur le sujet. Alors, sur les pistes de solutions pour faire avancer… Alors, les solutions, encore une fois, le nerf de la guerre, c'est les moyens qu'on va consacrer ou pas, hein, que ce soit en termes de budget, en termes de reconnaissance. Et il y a, par rapport à la hausse significative, on en a déjà parlé, des RPS, il y a vraiment une attention à apporter sur ces sujets-là. Et par rapport à ça, il y a, concernant la mutation du travail qui intervient, il y a des tas de sujets sur lesquels il faut qu'on avance par la négociation sociale. Il se trouve que j'ai participé à la négociation européenne sur le numérique, qui concerne toute la transformation numérique des entreprises. Je représentais Eurocadre à la négociation à Bruxelles. Et cet accord européen qui doit être décliné, donc qui a vu le jour, comme quoi le dialogue social européen avance quand même,
cet accord qui doit être décliné dans tous les États membres d'ici juin 2013 porte sur des sujets qui ont été évoqués dans le cadre des évolutions des transformations numériques des entreprises, la question de la formation et l'adaptation des compétences, la question du droit à la déconnexion, donc la question de l'équilibre vie privée et vie professionnelle, qui est un point très important, notamment les managers, ils sont en première ligne par rapport à ça, on l'a vu notamment pendant la crise sanitaire. Il y a la question de tout ce qui tourne autour des enjeux du management algorithmique, notamment la relation humain-système IA. Et puis, quatrième point, c'est tout ce qui concerne la protection des données, la surveillance des salariés. Tout à l'heure, François parlait de flicage à travers ce qui est une réalité. Maintenant, avec le numérique, on peut tracer toute l'activité. Les administrateurs de bases de données ont tous les éléments par rapport à ça. Il se trouve que l'accord européen, justement, revient sur la RGPD et donne des pistes pour encadrer ces évolutions de manière à préserver toute intrusion au-delà de ce qui est nécessaire par rapport à l'utilisation des données numériques. Donc, il y a de la matière. Cet accord européen, il est très peu connu en France parce que il y a la volonté, notamment de la principale organisation patronale de retarder au maximum la déclinaison de cet accord. Donc, c'est certainement ce qui va se passer. On va avoir une transposition de l'accord au dernier moment. Et ça s'était déjà produit, ce phénomène, par rapport à l'ANI télétravail 2005 en France, qui en fait était un accord qui découlait de l'accord européen de 2003. Il n'est pas arrivé par hasard, l'ANI normative de 2005 sur le télétravail en France, et qui est d'une toute autre teneur que le dernier ANI, enfin le faux ANI qui a été négocié. Et bon, enfin, je ne peux pas refaire toute l'histoire du télétravail. Non, mais qui est un ANI supplétif, et on comprend bien, pour le coup, c'est le à défaut. Jacques, peut-être sur les pistes pour se sortir des difficultés que nous pointons du doigt depuis le début. Alors, sur les pistes, bien sûr, j'adhère tout à fait à ce que disait Hubert concernant la formation et la formation des futurs encadrants, qu'ils soient d'ailleurs cadres, techniciens ou agents de maîtrise. Mais c'est vrai, c'est un point important. Mais peut-être que le point encore plus important, c'est de faire prendre conscience, je le disais rapidement tout à l'heure, c'est que chacun, là où il est, dispose en fait d'une parcelle de pouvoir. Et que soit les organisations du travail prennent en compte cette parcelle de pouvoir, et à ce moment-là, on a des chances d'avoir effectivement d'abord plus de sens dans le travail, une participation réelle, de savoir de quoi on parle, etc. Si je prenais, et c'est un peu une forme de conclusion en quelque sorte, si on prend la métaphore du bâtiment, on pourrait dire qu'une maison aura plus de sens de résister aux tempêtes, et les tempêtes en ce moment on en a quelques-unes. Et ce n'est pas simplement le mot sobriété qui va régler les choses, parce que la sobriété, c'est dans l'immédiateté, mais on a besoin d'avoir une vision un tout petit peu plus longue. Donc, si on prend cette métaphore du bâtiment, la maison aura plus de chances de résister aux tempêtes si les fondations sont profondes, solides et permanentes. Et ces fondations profondes, solides et permanentes seront acquises si on revient à l'entreprise, si le management aura su dans la durée, développer des relations de mot confiance. C'est un mot qu'on n'a pas évoqué pendant l'heure qui vient de s'écouler. Or, c'est un mot majeur aujourd'hui parce qu'on est très souvent dans la défiance avec l'affrontement d'acteurs qui ont des intérêts divergents. Donc, le mot confiance et surtout, la prise en compte par les encadrants que chacun, là où il est, dispose d'une parcelle de pouvoir qu'il faut valoriser dans des organisations du travail de plus en plus responsabilisantes. Je pense qu'avec ça, avec cette voie-là, en profondeur, on risque de mieux résister aux tempêtes et aux crises, quelles qu'elles soient.
Et dans le contexte qu'on décrit, où les crises s'accumulent, les sources de difficultés, d'inquiétude, qu'elle soit la crise énergétique, les tensions inflationnistes, ne font que se conjuguer. Je vous renvoie d'ailleurs au passage demain, le groupe Alpha, donc la maison mère de Secafi, Sémaphore, organise un débat que j'aurai le plaisir d'animer demain matin à la Maison des Océans à 10h30, qui est précisément sur les enjeux économiques et sociaux d'un des sujets majeurs du moment, qui est la transition énergétique et transition écologique, pardon. François, peut-être pour nos pistes de sortir des difficultés. Quelques éléments, si vous voulez bien. Ce qui est assez intéressant au travers de nos échanges, c'est que d'une certaine façon, même si parfois la ligne managériale fait partie du problème, parfois, elle fait toujours partie de la solution. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument retenir. Cette logique de faire partie de la solution, et on a beaucoup parlé de la problématique des collectifs, de l'attention portée au travail et des choses comme ça, c'est essentiellement aussi parce que ce sont les personnes qui, pour moi, sont les plus à même de connaître le travail réel et pas un travail fantasmé. Parce que quand vous êtes DRH d'une boutique où vous avez 15 000 personnes, etc., je suis désolé, vous ne connaissez pas tous les postes de travail. Bien sûr. Ce n'est pas possible. Nous avons la nécessité de nous réapproprier le travail réel. Et quand je parle de travail réel, ce n'est pas celui qui est indiqué dans les fiches de poste. Parce que les fiches de poste, on sait comment elles ont été faites, etc. Et on sait que sur le terrain, on travaille différemment. Oui. Et c'est justement par cette réappropriation du travail réel qu'on va pouvoir travailler à l'identification de tout un ensemble de problèmes, éventuellement les solutionner, de retravailler à la dimension des collectifs. Et là, c'est encore une fois le rôle du manager de proximité qui est extrêmement important. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je pense, et je rejoins tout à fait Jacques Auvergne quand il parlait de l'importance des classifications et des choses comme ça, parce que, d'une certaine façon, le travail réel vient impacter aussi notre vision qu'on peut avoir des postes, des choses comme ça. Ça peut nous pousser à repenser nos logiques de classification. J'ai moi-même été biberonné, et je pense que ça vous évoquera des choses, au SEC, à Cap 2000, des choses comme ça. Oui, oui. Qui étaient les premiers accords. Oui. Voilà, moi j'ai commencé ma carrière RH là-bas. Et aujourd'hui, et là c'est ma posture plus universitaire, je reste encore à me poser la question, mais punaise, mais qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Quand vous regardez d'un point de vue académique, vous avez 732, si j'ai bien compris, si le décompte est le bon, définitions différentes du terme compétence. Nous avons aussi à clarifier ce sur quoi nous allons discuter avec les partenaires sociaux. Nous avons à clarifier tous ces éléments qui tournent autour de la compétence, du développement de ceci, etc., avec les managers, parce que j'ai vu des définitions de la compétence, il faut avoir Bac+12 pour la comprendre. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que si on veut aussi replacer les managers dans l'équation, il faut que nous apprenions, je ne vais pas dire à faire simple, ce n'est pas les prendre parce qu'ils ne seraient pas capables de l'appréhender, mais il faut aussi que d'une certaine façon, en tant que professionnels RH, nous fassions et que nous conservions notre expertise et que nous permettions aux autres de venir échanger directement avec nous sur ces points-là. La compétence en fait partie, etc. Il y a là tout un ensemble de changements qui vont intervenir. Merci. Vas-y, derrière tout ça, globalement, on verra ce qui adviendra, mais il va falloir d'abord, si tu me permets, il va falloir d'abord qu'on apprenne à passer la tempête là, qui est en train de monter avec les salaires, etc., qui sont des choses qui touchent nos collaborateurs au quotidien véritablement. Et qui sont des fondamentaux de la relation de travail. Enfin, le sujet salaire, bien sûr, entre de la prime ponctuelle ou le sujet salaire de fond, les systèmes de pilotage RH, et puis le fait d'assumer la crise énergétique et de quelle façon
on s'adapte. Le salaire est une réponse aux besoins impérieux des individus, mais il y a aussi le changement du collectif de travail, l'adaptation des horaires de travail pour répartir la consommation. Enfin, tout est, selon les industries, les métiers, tout est ouvert dans les capacités d'adaptation et c'est des lieux de dialogue social, de terrain. Peut-être pour conclure, je vais passer la parole à notre cher Hubert. Ah, Jacques, vous voulez réagir? Oui. Non, juste un point. On a beaucoup employé le mot proximité au cours de nos échanges et je voulais simplement porter à votre attention un travail qui a été fait, qui a été publié au mois de mai dernier par l'IPSI, l'Institut de progrès social dans l'industrie, qui s'appelle « Se saisir du travail et oser la proximité ». Voilà, je vous propose de lire ces cahiers, c'est tout à fait intéressant et c'est complètement dans notre sujet. Voilà. Et puis pour François, une définition simple de la compétence, c'est un savoir-faire opérationnel validé. Je m'en rappelle encore, ne t'inquiète pas. Oui, ça se souvient par cœur. Ça se souvient par cœur. Merci. C'est ça que je continue d'utiliser. Merci pour la proposition, Jacques. Hubert, notre merci Jacques. Conclure peut-être cette rencontre. En écoutant ce débat passionnant avec entre nos invités, je me dis que nous essayons de résoudre les problèmes d'aujourd'hui, de demain, avec les outils d'hier, qui ont été formatés hier dans des conditions qui sont déjà celles du passé. Nous allons avoir à inventer de nouveaux instruments de mesure de la performance individuelle et collective, de quoi répondre aux besoins de sens au travail. Nous allons être confrontés à des problèmes qui ne seront plus seulement de produire au plus bas coût possible, dans les meilleures conditions possibles, mais à faire face à des pénuries qui ne résulteront pas seulement de la guerre en Ukraine, mais qui seront des pénuries non seulement d'énergie, mais de certaines matières, je pense aux terres rares. Nous allons avoir affaire aux effets du réchauffement climatique. Tout ceci va représenter un contexte complètement nouveau, avec des problématiques complètement nouvelles, propres à donner du sens au travail, mais ça va nous obliger à revoir complètement nos instruments de pilotage et notamment les indicateurs quantitatifs sur lesquels nous nous fondons. Et ces indicateurs quantitatifs qui laissent échapper la dimension non quantitative de l'entreprise, qui est la dimension humaine. Donc, c'est à tout cela qu'il va falloir réfléchir dans ce contexte complètement changeant que nous allons avoir à vivre. Merci mon cher Hubert, merci à tous nos intervenants. Au regard du sujet que vous évoquiez à l'instant et des éléments de contexte, j'ai en tête, juste avant notre webinaire, l'intervention de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui à la fois pointait du doigt l'impérieuse nécessité, après avoir relocalisé rapidement les productions de batteries en Europe, de sourcer de la terre rare et de transformer de la terre rare, de sourcer ailleurs qu'en Chine et de transformer sur les territoires européens. Et je note qu'au passage, elle indiquait que 2023 allait être et devait être pour l'Europe et l'ensemble l'année d'investissement sur les compétences. Qui nous rappelle des discours nationaux, on se situe bien à l'échelle européenne et évidemment dans le champ de compétences et le moyen de mettre tout ça en musique, notre dialogue social a, on n'en doute pas un instant, un rôle à jouer. Merci à vous tous, merci Jean-Luc. Et merci à Fabien. Merci à Fabien et à Noustan pour son accueil de ce webinaire. Merci François, merci Jacques. Et le webinaire sera ouvert en replay sur RH Matin, comme nous vous l'indiquions, et sans doute aussi sur CSE Matin. Merci à tous, à très bientôt. Plaisir de vous rencontrer à nouveau pour ces événements de l'IAS. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde.